Quels sont aujourd'hui les principaux axes de coopération entre la France et la Finlande? Merci tout d'abord pour cette occasion d'interview. Euh, les principaux axes de coopération entre la France et la Finlande sont essentiellement politiques, bien sûr, un dialogue politique de très haut niveau, au niveau des deux chefs d'État qui se consultent régulièrement, soit dans le cadre européen, soit dans le cadre de l'OTAN, ou plus spécifiquement et plus récemment, par exemple, comme vous l'avez vu à Paris le 13 juillet, dans le cadre de la coalition des volontaires. Un dialogue de très haut niveau également entre notre président et le Premier ministre finlandais en marge des conseils européens, puisque selon la Constitution européenne, les questions européennes sont dévolues au Premier ministre finlandais et non pas au président. Et puis un dialogue très soutenu également au niveau des ministres, donc ministres des Affaires étrangères, bien entendu, les ministres des Affaires économiques, etc. Donc il y a régulièrement des rencontres en marge des réunions à Bruxelles, mais également soit à Paris, soit ici en Finlande. La fois dernière, par exemple, c'était au mois de juin, début juin, il y a eu des réunions ministérielles en marge de l'OCDE. Et donc, il y a eu 5 ministres qui ont accompagné le Premier ministre Petteri Orpo, qui a lui-même bénéficié d'une audience avec le président de la République. Donc ça, c'était le 3 juin. Donc, je dirais que la coopération politique étant ce qu'elle est, c'est-à-dire confiante, régulière et très substantielle, elle devrait déboucher assez, dans un moment assez proche maintenant sur la signature d'un partenariat stratégique entre nos deux pays. Et cela pourra rendre de manière un peu plus substantielle, un peu plus visible tous ces contacts. Au point de vue économique, la relation est excellente également. Nous avons 200 entreprises ici qui emploient 13 000 personnes. Le commerce bilatéral est modeste entre deux pays européens, mais reste quand même tout à fait honorable, autour de 4 milliards. Il est plutôt en excédent de notre côté. Nous ne sommes pas déficitaires. Et puis, nous avons une longue coopération en matière de nucléaire civil, puisque vous savez que le premier EPR construit dans le monde l'a été ici en Finlande. Et d'ailleurs, les Finlandais, maintenant, le maîtrisent totalement depuis 2023. Et puis, nous avons une coopération culturelle assez dense. C'est un pays francophone. Il y a à peu près 200 associations diverses ici, franco-finlandaises. Le plus ancien cercle franco-finlandais date de 145 ans. Donc, vous voyez, c'est une relation là aussi très substantielle. Nous avons un lycée franco-finlandais, une petite école de 130 élèves qui vont jusqu'à l'âge de 7 ans, la petite école Jules Verne qui relève du réseau de l'AEFE, et l'école, le lycée franco-finlandais, qui est partenaire de l'AEFE, donc qui est un établissement finlandais, sous statut finlandais, mais le curriculum est français. Et cela fonctionne très très bien puisque la plupart des diplomates finlandais sont francophones, et ils le sont parce que la plupart d'entre eux sont passés par le lycée franco-finlandais qui va fêter ses 70 ans en 2027. Nous avons 4 filières universitaires francophones également ici, en Finlande. Donc c'est un pays qui se découvre francophone et que l'on découvre soi-même d'ailleurs comme francophone, parce que dans les pays nordiques, c'est loin d'être le cas. Mais ici, la francophonie est assez vibrante et les Finlandais maintenant envisagent une adhésion comme membre observateur à l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie. Voilà, donc c'est une très bonne relation, une relation ancienne, puisque nous avons été le deuxième pays après la Russie et juste avant la Suède à reconnaître l'indépendance de la Finlande en 1918. Et c'est un pays ami que nous considérons avec beaucoup d'intérêt parce que la Finlande, c'est aussi un laboratoire économique et social. C'est le premier pays européen en termes d'investissement novateur, en termes d'innovation. Nous avons énormément de délégations qui viennent nous voir d'ailleurs ici pour voir par exemple le hub d'Espoo, mais d'autres universités également, à Jyväskylä, à Oulu, à Turku,
Et tout cela est très, très vivace et très apprécié des opérateurs français et des entreprises françaises. On connaît l'un des principaux défis de la France en ce moment, la dette française, l'économie en général. C'est quoi aujourd'hui le principal défi auquel la Finlande, pardon, est confrontée, qu'elle soit économique, géopolitique, environnementale? Moi, je dirais qu'elle a trois défis, la Finlande aujourd'hui. Elle a un défi structurel, qui est celui de la démographie. C'est l'un des pays européens à la démographie la plus faible, moins de 1,2 enfants par femme. Il y a plus de décès que de naissances, malheureusement. C'est un véritable défi pour l'économie finlandaise, qui affiche un taux de chômage de 12,5%. C'est le taux de chômage le plus élevé d'Europe. Elle a un défi également géopolitique, qui est le voisinage russe, puisque c'est le pays membre de l'OTAN qui partage la plus longue frontière avec la Russie, 1340 kilomètres. Le voisinage russe étant ce qu'il est aujourd'hui, surtout depuis le conflit en Ukraine, cela légitime encore plus le modèle de défense totale finlandais, qui consiste à se défendre. C'est pas du tout une armée de projection, hein. L'armée finlandaise, c'est 13 000 soldats d'actifs. Il recourt à la conscription, donc il y a toujours le service militaire en Finlande. Et donc, chaque année, il y a à peu près 20 000 conscrits. Et puis surtout, le modèle repose sur une armée de réservistes. Donc vous avez 260 000 réservistes qui peuvent prendre les armes parce qu'ils sont entraînés chaque année pendant quelques semaines à le faire. Et puis si on compte l'ensemble des réservistes civils, pour que l'économie continue de fonctionner malgré un conflit, là on peut monter jusqu'à 900 000 pour une population qui s'élève à 5,6 millions. C'est assez unique là aussi en Europe et pour un membre de l'OTAN. Donc, c'est un modèle que nous suivons avec beaucoup d'intérêt, nous aussi, pour savoir comment se préparer si, par malheur, nous étions confrontés à un conflit de haute intensité et durable. C'est un pays qui sait compter sur ses propres ressources et qui a appris par l'histoire qu'il fallait se défendre soi-même et ne pas toujours compter sur des alliés. Mhm. Ils ont perdu 10% de leur territoire pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc, vous savez que la Carélie est divisée en deux. Toute la Carélie orientale a été prise par la Russie lors de la Deuxième Guerre mondiale. Ils ont perdu également leur surface maritime vers la mer de Barents. Donc, leur seul accès maritime, c'est la mer, c'est le golfe de Botnie et la mer de Botnie. 95% de leurs exportations transitent par la mer. Or, c'est une mer qui est gelée en hiver. Donc, c'est un pays qui est une île. C'est un Mhm. archipel, la Finlande. Et ça, on ne peut le comprendre que lorsqu'on arrive sur place et qu'on comprend un peu mieux la géographie de ce pays. C'est un pays véritablement à part, très singulier, qui n'est pas un pays scandinave. C'est un pays nordique, mais il n'appartient pas au monde scandinave. Il n'appartient pas non plus au monde slave. Ils ont une langue à part. Et c'est un pays qui a failli disparaître, hein, en réalité, parce que lorsque Staline a lancé ses troupes pendant la Deuxième Guerre mondiale, en 1939, c'était ça, hein, ce qui les menaçait, c'était véritablement non seulement une annexion, mais également une dispersion de leur peuple, hein, comme ça s'est fait pour d'autres peuples en Russie, à l'époque en Russie soviétique. Ils ont beaucoup appris de la guerre. Et je dirais qu'en les contactant, qu'en les pratiquant, en discutant avec eux, on sent que la Deuxième Guerre mondiale est encore dans les esprits ici, D'accord. hein. Ça, c'est quelque chose qui est très, très frappant, hein. La mémoire du conflit et des pertes territoriales et du danger qu'ils ont encouru. Un danger qui a été ravivé après l'annexion de l'Ukraine par la Russie. Comment Oui. la France enfin, quel rôle la France joue aux côtés de la Finlande pour protéger ses frontières finlandaises? Alors ça, c'est très vrai. Ça, évidemment, l'expansionnisme russe vers l'Ukraine a été, je ne dirais pas une surprise, parce que les Finlandais s'étaient
plus ou moins préparé à un conflit depuis 2014, depuis l'épisode de Crimée. Et avant de rejoindre l'OTAN très rapidement en 2023, il y avait eu un débat au sein des élites finlandaises. Qu'est-ce qu'on fait de notre neutralité? Ce qu'on appelle assez laborieusement la finlandisation. En réalité, ce n'est pas une finlandisation, c'était une relation étroite avec la Russie soviétique après la Deuxième Guerre mondiale, qui a permis à la Finlande de sauvegarder son indépendance, puisque les Russes, les Soviétiques ne leur avaient pas interdit de faire commerce avec l'Ouest, ne leur avaient pas interdit d'avoir des scrutins démocratiques, etc. Mais ils étaient sous influence, je dirais. Hein. Et ils ont quand même su sauvegarder, su préserver leur armée, leur modèle de résistance, mais au prix, je dirais, d'une neutralité. C'était un pays plutôt neutre. Donc, il y a eu un débat. Est-ce qu'on rejoint l'OTAN ou pas? Et puis, le déclencheur, ça a été évidemment la guerre en Ukraine. Là, ils se sont dit, ce n'est pas possible, on ne peut pas rester neutre, d'autant que c'est un pays qui a rejoint l'Union européenne depuis 30 ans seulement. Donc, vous voyez, tout ça est une évolution récente, à cause de l'histoire, tout simplement. Mais ils n'ont pas voulu rester prisonniers de leur histoire. Ils ont voulu courageusement aller de l'avant, et je dirais même que, en prenant cette décision d'adhérer à l'OTAN assez rapidement, sans véritablement de polémique ou de questionnement intérieur, cela a incité les Suédois à rejoindre également l'OTAN. Ça, on l'oublie, c'est d'abord les Finlandais qui ont ouvert l'adhésion, et c'est ensuite que la Suède a suivi. Les Finlandais sont assez sûrs de leur modèle de protection territoriale et de résilience de la société. Alors, comment nous abordons ces questions avec eux? D'abord, au point de vue diplomatique, la Finlande fait partie depuis le début de la coalition des volontaires. C'est un pays qui est très proche de nos vues et qui est très favorable à la poursuite de l'aide de l'Union européenne et de l'OTAN en faveur de l'Ukraine. Ils n'ont pas de désirata particulier, ils sont simplement très vigilants sur le respect de la souveraineté de l'Ukraine et sur le respect du peuple ukrainien. Ils se sont très très proches des Ukrainiens. Et c'est un peuple qui a souffert dans sa chair de l'expansionnisme russe pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, ils comprennent tout à fait ce que peuvent ressentir aujourd'hui les Ukrainiens dans leur souffrance. Ils ont accueilli sans maudire, sans regret, plusieurs dizaines de milliers de réfugiés ukrainiens. C'est plutôt des femmes et des enfants qui ont été accueillis ici. Et leur aide à l'Ukraine depuis février 2022 s'élève à un peu plus de 3,3 milliards de dollars, ce qui est assez conséquent pour un pays comme la Finlande. Et puis nous sommes rapprochés d'eux également parce que, comme ils sont partenaires de l'OTAN, ils ont ouvert leur territoire et le territoire du Nord, en Laponie, à des exercices militaires conjoints. Donc, par exemple, plus récemment cette année, en 2026, nous avons eu un peu plus de 500 militaires français qui ont participé à l'exercice Cold Response. Ils sont restés 4 mois en Laponie. Et pour nous, c'est très, très important pour les militaires français, pour leur entraînement dans un milieu climatique difficile. Les températures peuvent descendre jusqu'à moins 35, moins 40 degrés quand même. Et puis c'est important pour nos équipements, pour tester nos équipements également. Donc là aussi, je dirais qu'il y a un intérêt mutuel. Et au-delà de la Russie, sachez que depuis 2016, nous accueillons sous commandement français au Liban, dans la FINUL, à peu près 200 militaires finlandais. D'accord. Et les militaires finlandais sont toujours soucieux de rester avec nous dans le cadre de la FINUL, même s'il y a eu des attaques mortelles et encore plus récemment cette année, quelques soldats français qui ont perdu leur vie malheureusement. Eh bien non, les Finlandais restent
malgré la menace, ils restent et ils sont très soucieux de recueillir notre avis d'ailleurs hein, sur ce qu'il se passe au Moyen-Orient, au proche Moyen-Orient, et ils veulent continuer à participer à nos côtés dans le cadre de la FINUL et dans le cadre des réflexions post-FINUL, puisqu'il y aura évidemment des réflexions qui vont s'engager sur l'avenir de cette force multinationale. Et la Finlande est aussi un pays singulier de par l'Arctique. L'Arctique qui est un enjeu stratégique pour un bon nombre de pays, et notamment la Chine, les États-Unis, la Russie. Quel rôle la France entend jouer aux côtés de la Finlande pour cet enjeu stratégique qu'est l'Arctique? C'est une très bonne question. L'Arctique, c'est une dimension montante de notre dialogue stratégique. Tout d'abord pour les deux pays, parce que chacun des deux pays a sa propre stratégie arctique. Bon, en réalité, nos priorités sont les mêmes. D'abord, la priorité, elle est géopolitique, c'est de ne pas laisser les seules grandes puissances hein, s'intéresser à cette région. Et vous savez que cette région, en fait, attire pour ses ressources naturelles les minerais critiques. Hein. Et on sait que dans 20 ans, avec le changement climatique, malheureusement, il y aura des routes maritimes hein, qui vont s'ouvrir et il y aura des plateformes qui vont très probablement être installées pour exploiter les ressources naturelles qui s'y trouvent, soit onshore, soit offshore. Donc il y a un intérêt pour nous parce que nous sommes une puissance, je dirais, au-delà de l'Arctique polaire. Hein, nous avons des stations hein, scientifiques au pôle Nord, en Antarctique également, et nous nous intéressons à ces régions depuis toujours. Il n'y a qu'à lire les récits de voyageurs hein, depuis le XVIIIe siècle. Et puis, les Finlandais, pour eux, l'Arctique, ce n'est pas le Groenland, ce n'est pas le Svalbard, c'est pas le pôle Nord ou l'Antarctique, non, c'est la Laponie. Et donc, ils disent toujours que plus d'un tiers de leur territoire est au-delà du cercle arctique. Ben, ça signifie une chose très simple, c'est que lorsque vous voyagez en Finlande, dès la fin du mois de septembre, vous avez les premières neiges à Rovaniemi, hein, en Laponie, et ça dure à peu près 7-8 mois de l'année quand même. Hein. Bon, ça peut durer jusqu'au mois de mai, hein, les neiges en Laponie. Et donc, cela offre évidemment un terrain opérationnel et qui est très, très intéressant pour les armées de l'OTAN. Et évidemment, notre armée, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, pour tester nos équipements, mais aussi pour permettre des conditions d'entraînement pour nos militaires comme nous le faisions avant lors des opérations que nous menions dans les mers plus chaudes, je dirais, dans les territoires désertiques, etc. Et il y a également un intérêt partagé au niveau environnemental et scientifique. D'ailleurs, nous avons des bourses qui sont octroyées, qui s'appellent des bourses Maupertuis, c'est pour développer la recherche scientifique. En Laponie et en Arctique, au-delà du cercle arctique. Et puis un intérêt évidemment conjoint sur le changement climatique, la préservation de l'écosystème. Ce sont des forêts, ce sont des landes, ce sont des rennes. Il y a également des peuples qui sont hein, au-delà du cercle arctique, les peuples samis. Il y en a à peu près 10 000 en Laponie finlandaise. Et c'est très, très intéressant de comprendre le fonctionnement et les équilibres qui sont très, très fragiles dans ce milieu. La Finlande construit le site d'Onkalo, le premier centre de stockage géologique profond du monde pour les combustibles nucléaires usés, tandis que la France, elle, avec le programme CIGEO, tente de le faire dans les prochaines années. Est-ce que vous voyez une coopération ou des échanges d'expertise entre nos deux pays sur ces projets stratégiques? Oui, très très bonne question. Nous avons une coopération nucléaire civile depuis plus de 20 ans avec la Finlande. Le premier EPR qui a été construit dans le monde, c'était en Finlande. C'est en Finlande, c'est Olkiluoto 3 que j'ai visité il y a quelques années. Olkiluoto 3, c'est 4500 mégawatts, c'est 14% de l'énergie électrique finlandaise. C'est énorme. C'est un très grand réacteur. Ils ne vont pas construire un deuxième EPR pour une raison de coût. Et puis aussi parce que l'EPR, c'est tellement surpuissant
Et les Finlandais reconnaissent eux-mêmes que c'est déjà très puissant en lui-même, l'EPR qu'ils ont. Donc, ils n'envisagent pas de construire un deuxième EPR. En revanche, cette coopération de 2 décennies avec la France leur a permis de mieux comprendre la filière nucléaire. Et c'est une filière qui est très complexe. D'abord parce qu'il faut sécuriser le combustible. Donc, ils ont un accord avec Framatome. Il faut également sécuriser les déchets combustibles. Donc, c'est pour cela qu'ils sont en train de mettre en place ce centre de stockage souterrain. Moi, j'ai vu la maquette, je n'ai pas pu le visiter parce qu'il n'est pas encore ouvert. Il est en construction, mais j'ai vu la maquette. C'est très en profondeur, hein, c'est creusé en profondeur dans le sous-sol granitique. Et normalement, d'après les scientifiques, à l'abri de tremblements de terre, par exemple, parce que le sol est très, très, très solide. Ils sont intéressés également pour mettre en place une filière nucléaire dans les universités, parce qu'ils n'ont pas d'ingénieurs nucléaires. Les ingénieurs nucléaires étaient français ou allemands. Ils ont un certain nombre de techniciens, mais pas des ingénieurs comme nous avons sur tout l'ensemble, toute la gamme du nucléaire. Donc, ils sont en train de mettre en place également dans certaines universités, à la Peranta, par exemple, que j'ai eu l'occasion de visiter l'année dernière, j'ai pu rencontrer le directeur d'études, un Finlandais qui a beaucoup travaillé sur Olkiluoto. Ils sont maintenant intéressés également sur les innovations en matière de nucléaire civil, et cela touche évidemment les SMR, hein, donc les Small Molecular Reactors. La ville d'Helsinki et la ville de Kuopio aimeraient tester les premiers SMR en Finlande à horizon de 2 ou 3 ans. Alors pourquoi pas tout de suite? C'est parce qu'il y a des garanties de sûreté qui doivent être mises en place. Et donc, nous avons l'équivalent de l'IRSN finlandais et nos propres autorités de sûreté nucléaire qui sont en discussion, hein, en étroite consultation pour l'homologation de ces SMR. Ils sont intéressés par nos entreprises. Nous avons un certain nombre d'entreprises maintenant qui se projettent dans les SMR, qui va être en fait la prochaine étape, hein, du nucléaire. Les SMR, ce sont des mini petites centrales nucléaires qui sont posées dans les villes, en sous-sol, pour permettre le chauffage urbain. C'est pour cela que la ville d'Helsinki et la ville de Kuopio s'y intéressent. Rien que pour Helsinki, le maire d'Helsinki a décidé qu'il y aurait 1,5 milliard d'euros qui seraient dévolus à cette nouvelle technique. Donc c'est très prometteur et les discussions sont en cours entre nos 2 pays et nos opérateurs également. Parce qu'ils ont également des entreprises. Ils commencent à avoir des entreprises qui s'y intéressent également. Une dernière question plus ouverte. Comment vous voyez l'évolution des relations entre la France et la Finlande dans les prochaines années? Très bonne, de très bon augure, quels que soient les gouvernements d'ailleurs, hein. La relation est exceptionnellement bonne depuis, je dirais, 2 ou 3 ans, depuis l'adhésion de la Finlande à l'OTAN, mais depuis également le rapprochement entre nos 2 armées, parce que ça c'est structurant, hein, ça structure beaucoup notre relation. Moi, ce que j'ai vu depuis que je suis en poste ici, c'est vraiment un rapprochement spectaculaire, hein, au point de vue des consultations militaires. Nous avons eu d'ailleurs l'honneur de recevoir le chef d'état-major, le général Mandon, ici début juin, et nous recevons très régulièrement des délégations de hauts gradés militaires français. Nous recevons l'IHEDN et régulièrement, il y a des militaires finlandais qui se rendent en France. L'année dernière, un hommage appuyé a été rendu à l'armée finlandaise et aux membres de la FINUL. Donc il y avait à peu près une vingtaine de soldats militaires qui ont défilé en 2025 au 14 juillet. Et puis cette année, nous avons eu également quelques éléments militaires finlandais qui ont défilé. Et le président Alexander Stubb et son épouse étaient également au 14 juillet. Le président Stubb avait évidemment participé la veille à la coalition des volontaires.
C'est une relation économique qui doit être encore relancée et en 2023, nous n'avions que 6 membres des CCEF, les conseillers du commerce extérieur français. Aujourd'hui, nous en avons 16 et j'espère très bientôt, avant la fin de l'année, une vingtaine. Là, c'est bon, on aura atteint la jauge. Et puis, nous avons également un programme de VIE qui monte en puissance également. Donc, nous sommes autour d'une dizaine de VIE, l'objectif étant d'atteindre là aussi une vingtaine de VIE. Donc, moi, je suis plutôt assez confiante sur la relation entre la France et la Finlande. Ce sont deux pays qui sont assez amis, assez affinitaires, hein. Beaucoup d'affinités dans le cadre de l'Union européenne, beaucoup d'affinités dans le cadre OTAN. C'est un pays, la Finlande, un pays discret, mais un pays qui a quand même aussi des ambitions. Et donc, par exemple, en 2029-2030, il s'aspire à avoir un siège de membre non permanent au Conseil de sécurité. Et vous voyez, c'est un pays voilà, qui mérite tout notre intérêt et je dirais même au-delà, toute notre affection. C'est un pays qui a beaucoup à nous apporter et il nous regarde avec beaucoup, beaucoup de sympathie et beaucoup d'intérêt pour leurs propres investissements également, pour leurs universités. Là où j'ai rencontré les universités, à chaque fois que je visitais une ville, je rencontrais toujours une université, le recteur, les responsables. Il me disait toujours: ah, mais vous savez, on a une coopération avec l'université de Caen. Ou bien: ah, nous avons telle coopération avec Montpellier. Et bon, nous avons à peu près chaque année 1200 lycéens ou étudiants français qui viennent en Finlande. C'est le deuxième quota après les étudiants et lycéens allemands, alors que nous ne sommes pas au voisinage de la Baltique. Cela dit beaucoup Hmm. de l'affinité et de l'amitié, la longue amitié que nous entretenons avec ce grand pays du Nord. Eux, ils se nomment petit pays. Moi, je dis toujours que c'est un grand pays du Nord.